Je vous présente ma bibliothèque. Ma bibliothèque, elle fait un job. Elle soutient des gros livres, elle se tient debout, elle n'est pas trop laide. Vraiment, elle convient à mes besoins. Je l'ai faite moi-même, cette bibliothèque-là. Je l'ai faite moi-même en faisant mes propres recherches. Sauf qu'en faisant mes propres recherches, je me suis rendu compte que j'avais beau avoir accès à toutes les vidéos YouTube DIY de bibliothèques du monde, il y avait encore des questions qui demeuraient sans réponse. J'ai donc dû me résoudre à consulter un expert quincaillier. Quand je suis allée chercher des planches, j'ai parlé à un monsieur qui était là parce que il y a cette expérience-là, qui est certifiée par un processus d'entrevue et des années d'expérience. Il a fait ses preuves, le monsieur. Il est reconnu par d'autres personnes qui ont des expertises comme lui. J'y ai posé plein de questions, il m'a guidé dans mes affaires, et sans lui, j'aurais probablement pas mis de vis avant de mettre de la colle à bois, et deux, j'aurais probablement acheté des vis beaucoup trop grosses, puis j'aurais fait craquer toutes mes planches, puis ça aurait été un désastre. Ma bibliothèque, elle se tient debout, puis elle fait la job, mais elle n'est pas parfaite, parce que je ne suis pas une experte charpentière menuisière. Si j'avais fait appel à un expert charpentier menuisier, ma bibliothèque, elle ressemblerait plutôt à ceci. Et si j'avais fait ça, probablement qu'on verrait pas de tête de vis à découvert dedans, on verrait pas non plus encore des coulisses de colle à bois, probablement qu'il y aurait pas plein de trous parce que j'ai fait des tests puis j'ai pas vissé à la bonne place, et elle ne serait certainement pas attachée au mur avec un tie wrap. À ce point-ci de la capsule, vous devriez avoir compris que je suis pas là pour vous parler de bibliothèque. C'est une analogie pour un fléau que j'observe en ligne et qui me turlupine, mais me met en beau joie le vert. Il y a de plus en plus en ligne en ce moment de demandes populaires pour des expertises. Et par conséquent, parce qu'il y a de la demande, il y a des opportunités d'affaires et des opportunités de visibilité qui viennent de là, et ça peut facilement devenir des créneaux qui sont occupés par des influenceurs qui prétendent avoir des expertises et qui n'en ont pas, ou qui ont des diplômes dans certains sujets, et parce qu'ils ont des diplômes dans certains sujets, on les considère un peu comme légitimes et crédibles dans tous les sujets du monde. Dans les faits, avoir des diplômes avancés comme une maîtrise ou un doctorat, ça fait de nous des experts dans des sujets ultra pointus. Et ça fait surtout mettre en exergue toutes les zones de connaissances qu'on n'a pas. Ça veut donc dire que notre opinion sur tous les sujets de la société n'est pas également valide à ceux de notre expertise. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir toutes les variétés d'expertise, autant au niveau des professions académiques, celles dont on ne peut pas mesurer les résultats immédiatement, et celles des professions professionnelles et pratiques, comme un charpentier menuisier ou une coiffeuse, où on peut mesurer les résultats immédiatement. Ce sont deux mondes d'expertise et les deux mondes sont nécessaires et doivent cohabiter. Mais il faut aussi, dans le climat actuel, savoir reconnaître les expertises fiables des expertises frauduleuses. Et j'ai décidé, pour vous aider là-dedans, que la meilleure manière, en fait, ce serait peut-être de juste vulgariser c'est quoi le processus des études avancées pour que tout le monde comprenne ce que ça veut vraiment dire d'avoir un diplôme avancé universitaire. Qu'est-ce que ça envoie comme message clair à la société quand quelqu'un dit « j'ai une maîtrise » ou « j'ai un doctorat ». Et la meilleure manière de faire ça, c'est de vous présenter le processus, attachez votre sucre, ça part. D'abord, les diplômes qu'on peut avoir sont de plusieurs natures différentes. Entre autres, on peut avoir un baccalauréat. Un baccalauréat, en gros, c'est explorer toutes sortes de facettes d'un secteur d'activité, et c'est à toute fin pratique, là, ça cherche à nous préparer à devenir un chercheur un peu plus avancé. C'est pour ça, entre autres, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font un bac et qui font comme j'ai fait tellement de cours inutiles qui me servent absolument à rien sur le marché du travail. C'est que des programmes universitaires à la base, c'est pas conçu pour vous mettre sur le marché du travail immédiatement, c'est conçu pour vous apprendre à faire de la recherche, vous donner les bases pour faire de la recherche. Chose certaine, ça développe l'esprit critique parce qu'on se rend compte de tous les mécanismes, justement, de la recherche académique et des connaissances qui nous ont précédés. Super important. Quand on parle de certificat, en gros, c'est un baccalauréat divisé par 3. C'est un tiers de bac, ça dure 1 an en général, et ça devrait vous donner une idée du dosage de l'expertise. Évidemment, dans le contexte, il y a des baccalauréats et des certificats qui sont professionnalisants. Ça, c'est des demandes du public qui ont fait que on a développé des programmes qui pouvaient donner des outils beaucoup plus concrets sur le marché du travail. Maintenant, quand on parle d'une maîtrise, de la manière que je l'explique aux gens, c'est quand on est à la maîtrise, on est littéralement un petit bébé chercheur. C'est pour ça que quand on commence, on a tout à peu près le moment où « Oh là là, je me suis embarquée dans quelque chose que je comprenais pas », puis qu'on a un peu constamment la face d'un cerf pogné dans le trafic la nuit sur l'autoroute. C'est bien épeurant de faire une maîtrise. Chose certaine, avoir une maîtrise, ça certifie qu'on a réussi notre test de bébé chercheur. Ça veut pas dire qu'on est des chercheurs professionnels.
Ça vient avec un doctorat et éventuellement un post-doctorat. Et quand on sort d'un doctorat, maintenant, on est un chercheur qualifié. Ça ne veut pas dire qu'on a 20 ans d'expérience en recherche, par contre. On peut aussi éventuellement faire un post-doctorat, mais un post-doctorat, c'est pas vraiment un diplôme. Un post-doctorat, en gros, c'est juste faire juste un projet de recherche. Et ce qui m'amène, finalement, à vous expliquer le processus très clair d'une maîtrise et un doctorat. C'est le même processus, c'est juste beaucoup plus long au doc qu'à la maîtrise. Fait que les étapes sont les suivantes. Quand on va à la maîtrise ou au doctorat, on choisit d'abord un sujet qui nous intéresse et donc, par conséquent, un secteur d'expertise à développer. Une fois qu'on a décidé ça, on va se trouver un directeur ou une directrice qui va nous guider, chapeauter notre apprentissage de petit bébé chercheur et qui va nous accompagner dans ce processus-là. Les premières années sont réservées d'habitude à suivre des cours de deux principales natures. Il y a des cours qui sont des séminaires où on lit des choses relatives à notre domaine d'expertise ou notre domaine d'études qui ont été écrits par du monde vraiment beaucoup plus vieux que nous autres sur le sujet, fait que du monde qui ont plus d'expérience que nous, qui ont travaillé plus longtemps là-dedans, pour voir à peu près dans l'histoire de notre discipline, on est rendu où, qu'est-ce qui est venu avant, qu'est-ce qu'on sait pas, c'est quoi les trous de la connaissance, bref. Ça, c'est des séminaires. Après ça, il y a aussi des cours de méthodologie qui nous exposent toutes les approches méthodologiques en recherche possibles pour trouver celle qui conviendra le mieux à notre recherche à nous. Quelque part dans ce processus-là, on va déterminer une question de recherche qui est super précise, qui est une question à laquelle on souhaite répondre avec notre projet d'étude. Une fois que ça, c'est déterminé et qu'on a passé à travers ce processus-là, on va devoir écrire ce qu'on appelle un projet de recherche. Le projet de recherche contient une revue de littérature de tout ce qui s'est écrit de pertinent sur notre sujet de recherche dans les années qui nous ont précédés. Ça contient aussi une section problématique qui explique en gros le contexte de notre question, pourquoi on la pose et pourquoi c'est pertinent. On a aussi une section méthodologie qui vient en gros dresser le devis méthodologique, fait que toutes nos étapes de comment on va mettre à exécution ce plan de recherche-là pour répondre à notre question. Mon projet de thèse au doctorat, il faisait 80 pages, pour vous donner une idée à peu près à quoi ça ressemble. Une fois que ce projet-là est fait, on va l'envoyer à notre direction, qui va l'envoyer à notre jury, qui va le lire, et après ça, on va leur présenter dans une soutenance de projet. Et là, ils vont nous poser plein de gotcha questions, puis ils vont nous pointer partout s'il y a des lacunes puis des problèmes dans notre projet pour qu'on reparte avec puis qu'on aille le corriger. À la lumière de ce processus-là, ils vont nous dire va, jeune padawan, et procède à ta recherche, nous te donnons le pouce en l'air, ou ils vont vous dire retourne à ta table à dessin, c'est pas au point ton affaire. Si, à supposer qu'on ait le go, l'étape subséquente, c'est de passer à travers le processus de certification éthique, à supposer qu'on ait besoin d'aller chercher des données auprès de sujets humains. Ça peut être des données au niveau du physique humain, donc au niveau de la santé humaine, mais ça peut être au niveau d'expérience humaine, bref, il y a plein de manières. Mais si on implique d'autres humains dans notre sujet de recherche, il faut qu'on se fasse certifier dans le processus éthique standard au Canada. Et ça, c'est chapeauté au niveau national, mais c'est représenté par des petits comités dans chacune des universités. Et ça, c'est un formulaire qui n'a aucun sens, qui dure 40 000 ans. Et je peux pas vous l'expliquer en détail parce que ça rentre pas dans la capsule, mais je vous invite à aller voir la capsule que Roxane sur TikTok avait fait sur le sujet, qui est fort instructive. Une fois qu'on a la certification éthique de compléter, on peut partir, aller chercher notre échantillon, mettre en pratique notre méthodologie, aller chercher nos données, les analyser, les interpréter et tout mettre ça dans un document qui est une thèse qui contiendra une intro, une revue de littérature, un cadre théorique, une problématique, une méthodologie, une description des résultats, une analyse des résultats, une discussion qui vient contextualiser nos résultats de recherche et peut-être poser d'autres questions après pour guider des chercheurs qui voudraient s'attaquer au même sujet éventuellement. À ce point-là du processus, on remet notre thèse ou notre mémoire au même jury qui va encore une fois le lire, à qui on va le présenter, qui va nous poser toutes les gotcha questions et à la fin de ça, il va nous dire « Félicitations, vous êtes maître, félicitations, vous êtes docteur » ou « Ça marche pas toute ton affaire ». Ce processus-là de certification des expertises universitaires, la raison pour laquelle on peut lui faire confiance, c'est qu'il est endossé par des experts qui ont plus d'ancienneté que nous. Il n'est pas autoproclamé. Et c'est aussi le processus qui nous permet de voir plus clairement nos biais, voir plus clairement nos lacunes, nous donner des ressources pour consulter d'autres experts qui connaissent des choses plus que nous dans des domaines qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, c'est la raison pour laquelle je peux vous parler de comme socio-numérique et culture, mais qu'il faut que je sois vraiment vigilante quand je parle de sujets adjacents au droit, à l'administration, à la fiscalité, par exemple. Bref, ce processus-là, il n'est pas parfait, mais c'est le seul qu'on a. Puis c'est pour ça qu'il faut qu'on en prenne soin. C'est tout, bye.